Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Autour de vous, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum, comme tous les matins. Et notre invité ce matin est député de l'Oise, secrétaire général Les Républicains. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. La lutte contre le terrorisme a été l'enjeu de beaucoup de débats ce week-end. Évidemment, tous les responsables politiques apportent des solutions, ou proposent des solutions. Nicolas Sarkozy s'est longuement exprimé sur le sujet dans le journal du dimanche. Et le Premier ministre Manuel Valls, qui était l'invité d'Europe 1 hier matin, a dit à Nicolas Sarkozy ceci. Il se trompe, Nicolas Sarkozy. Il se trompe sur la méthode, en essayant de tordre le cou à l'état de droit. Il se trompe sur la forme, en faisant croire aux Français, et de manière terrible, qu'avec lui, au fond, il n'y aurait plus d'attentats. On ne peut pas construire de consensus dans la lutte contre le terrorisme, trouver, droite, gauche, des solutions communes pour lutter contre le terrorisme. On a visiblement des approches différentes, même si c'est la même police, les mêmes services de renseignement, et c'est tant mieux, qui sont plutôt efficaces et qui se donnent à fond. Mais le contexte politique et l'environnement politique, il peut être différent. Nous, on a des propositions plus radicales, certainement. Alors, ça peut provoquer débat, mais nous pensons plus efficaces. Elles sont plus fortes. On souhaite aller plus loin. On souhaite mettre en adéquation l'état de droit, comme on dit, avec l'état de fait, qui est un état de guerre. Dans le cadre républicain, personne ne peut en douter. On nous a accusés de tous les maux. Placer en détention administrative des fichiers S, c'est la proposition de Nicolas Sarkozy. Oui, sous contrôle judiciaire. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, le contrôle judiciaire. On va y venir. François Molins, qui est le procureur de Paris, qui est quand même une autorité en matière de lutte contre le terrorisme, on ne le soupçonnera pas d'être de parti pris, expliqué dans le journal Le Monde au début du mois de septembre qu'il était absolument impossible de placer des fichiers S en rétention administrative. C'est le socle de l'état de droit. On ne peut pas détenir quelqu'un avant qu'il ait commis une infraction. Sur quelle base le détiendrait-on ? Finalement, on constate à ce moment-là toujours. Je crois qu'il y a un certain nombre de fichiers S dont la dangerosité doit être mesurée. À partir du moment où elle est mesurée, elle doit pouvoir être écartée de la vie sociale et de la vie civile même sous contrôle judiciaire. Oui, c'est la prévention. On est dans un état de guerre. Pas moi qui le dis, c'est le président de la République et c'est le Premier ministre. Si vous gardez le même état de droit, ça pose d'autres questions. Ça veut dire que vous êtes très en dessous de la main. Et nous pensons, et on est les Républicains, il y a quasiment unanimité là-dessus, nous pensons qu'il faut aller plus loin et adapter cet état de droit. Le procureur... Il n'y a pas un autre état de droit. Ça n'existe pas, monsieur Woerth. Si. Il y a l'état de droit... Changer le droit. Ah oui, mais ça ne veut rien dire, état de droit. Ça veut dire le droit tel qu'il est aujourd'hui. Changer le droit tel qu'il est. Et le droit, on le change sans arrêt. L'Assemblée nationale, elle vote combien de lois par an ? Oui, enfin là on parle de principes qui sont très au-dessus des lois votées par l'Assemblée nationale. Non, enfin, un état de droit, c'est un état qui s'adapte aux circonstances, et je reprends le terme, parce que quand ces circonstances sont aussi importantes que celles-là, il faut bien s'adapter. Sinon, vous courez toujours après une actualité qui, là, est une actualité absolument dramatique. Donc, il faut bien, si on considère qu'il y a des individus dangereux, si on considère qu'ils sont réellement dangereux, on les écarte de la société un certain temps, sous contrôle judiciaire. On le fait pour l'hospitalisation d'office. Je suis maire, avec l'avis d'un médecin, j'envoie dans un hôpital psychiatrique, comme le font un certain nombre de maires, quelqu'un qui est dangereux pour lui-même ou pour les autres, avec un contrôle, avec le préfet, etc. Bien sûr. Un dernier mot là-dessus, parce que moi, je n'ai pas très bien compris ce qui se passe après, en fait. Une fois qu'on a enfermé les fichiers S, on les enferme combien de temps ? À quel moment on décide qu'on peut les relâcher ? Sous quelles conditions ? Et comment ça marche ? Vous pouvez toujours décider de ne pas vous défendre, ou de considérer qu'il faut consider que la vie, elle doit continuer comme avant. Non, mais la vie, elle ne doit pas continuer comme avant. C'est un peu la question. Les fichiers S, une fois qu'ils sont enfermés... C'est aussi la question. Vous traitez, vous déradicalisez. Il y a des programmes de déradicalisation. Vous expliquez... Bien sûr que non. Vous expliquez les choses. Vous avez derrière... Mais quand il y a des personnes qui sont des criminels sexuels, et qu'après la peine, ils sont après la peine, à la fin de leur peine, ils sont conservés dans des centres de rétention parce qu'on considère qu'ils sont toujours dangereux pour la société. C'est la même histoire. On est après le délit. Vous venez de le dire. Oui, on est après le délit, mais le délit est purgé. La personne est en règle vis-à-vis de la société. Et pourtant, et c'est exactement le même débat, les démocraties, elles meurent de leur faiblesse. Il y a un moment donné, il faut juste savoir ce qu'on veut. Je comprends ce débat sur les libertés. Je suis aussi attentif aux libertés publiques que vous. Mais on voit bien que dans ce type de situation, il faut d'autres solutions. Le procureur a parlé, mais je pense que ce n'est pas le rôle d'un procureur de faire cela. Je pense que c'est un magistrat. Il est tenu d'un certain droit de réserve.
Écoutez, chacun peut juger. Moi, je pense que les propos du procureur, c'est plutôt les propos d'un garde des Sceaux. C'est le propos politique. Et il y a bien des propositions politiques qui doivent être prises en compte. On ne peut pas confondre tous les rôles non plus. Il n'a pas jamais été question d'emmener tous les fichiers S, les 10 000 ou 11 000 non, la question qu'on se pose, qui sont les fichiers S dans des centres de rétention. Ceux qui sont considérés comme les plus radicaux. On a l'impression quelquefois que le climat de campagne électorale peut amener les acteurs politiques à proposer des choses qui ne sont pas applicables, ce qui est toujours un problème au fond. C'est pas le cas, c'est pas le climat de campagne électorale, c'est le climat de terrorisme. Je veux dire, il y a un climat, il y a un état de fait, il y a plus de 238 de nos compatriotes qui ont péri sous le coup des terroristes. Il y a des attentats qui sont déjoués, tant mieux, et encore ce week-end. Mais en même temps, il faut aller plus loin. Les États démocratiques comme le nôtre, dans le cadre de leur pacte républicain, doivent pouvoir se défendre. Et pour se défendre, de temps en temps, il faut mettre entre parenthèses un certain nombre de principes. Mais il faut le faire ensemble. Il faut le faire loyalement et il faut le faire sous contrôle judiciaire. Et on ne peut pas imaginer que dans un débat comme cela, on puisse construire des consensus. Si, je pense qu'on pourrait construire des consensus, mais la majorité et le gouvernement, vous l'avez dit vous-même, serait... Il y a eu 2 attentats qui ont échoué là ces derniers jours, ça veut dire que ça marche finalement. Il y a quand même des choses qui marchent. Oui, la police fonctionne. Heureusement, il est interdit il y a des assassins qui sont arrêtés tous les jours. Et heureusement qu'on a une bonne police et un bon renseignement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'état de droit, il est fait pour évoluer, sinon c'est un état de droit qui est désuet et qui ne permet pas la défense et la protection des Français. Éric Woerth, vous restez avec nous. L'info à 8h41, 90 secondes avec Victor Mattei. L'État veut mettre la pression sur Alstom. Réunion en ce moment même à l'Elysée autour de François Hollande, Manuel Valls et des ministres concernés. Le constructeur ferroviaire, face à une pénurie de commandes, transfère les activités de son site historique de Belfort à partir de 2018. 400 emplois sont concernés. Et sur France Info, André Fage de la CFE-CGC dit espérer une vraie stratégie au-delà des annonces sur le sauvetage. Après l'agression de l'un d'entre eux jeudi, des surveillants pénitentiaires sont rassemblés depuis 6 heures ce matin devant la porte de la prison d'Amiens. Information France Bleu Picardie, une quarantaine d'entre eux réclament de meilleurs systèmes pour donner l'alerte en cas d'attaque par un détenu. C'est peut-être un tournant dans la campagne présidentielle aux États-Unis. L'annonce par son médecin de la pneumonie d'Hillary Clinton. La candidate démocrate annule ses déplacements de campagne aujourd'hui et demain en Californie. Hier, elle a dû quitter les commémorations du 11 septembre après un léger malaise. En Syrie, c'est le premier groupe rebelle à se prononcer et donc le premier à dire non à la trêve proposée par les Russes et les Américains. Ahrar al-Sham estime que cela ne fera que renforcer le régime de Damas et augmenter la souffrance du peuple. La trêve doit débuter en principe ce soir. Il était attendu, il n'a pas déçu. Mario Balotelli inscrit 2 buts pour son tout premier match de foot en France. La star italienne et Nice s'impose 3-2 face à Marseille. En tennis, Stan Wawrinka, lui, crée une nouvelle fois la sensation. Le Suisse remporte l'US Open face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic. France Info. Et retour dans l'émission politique de France Info avec Éric Woerth. Ce matin, Monsieur Woerth, vous avez peut-être entendu le témoignage de Franck Attal qui dirigeait une filiale de Big Malion. C'était sur France 2 hier ou avant-hier. C'était jeudi. C'était jeudi. Jeudi dans le journal de France 2. Écoutons-le. Franck Attal était en 2012 l'homme qui a guidé sur scène le président candidat à plus de 40 reprises. L'organisateur de tous ces meetings que Nicolas Sarkozy semble aujourd'hui avoir oublié. Il ne me connaît pas. On s'est croisés 45 fois sur les meetings. Il m'a suivi 45 fois pas à pas pour retrouver son pupitre. Mais en 2016, il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas, c'est pas très crédible comme argument. Alors on se dit, tiens, ça doit être une vraie difficulté pour Nicolas Sarkozy, Big Malion. Je pense que cette histoire est complètement folle. Nicolas Sarkozy, on lui reproche d'avoir dépassé son compte de campagne, ce qui est la réalité. Le Conseil constitutionnel l'avait dit bien avant. Alors, 400 000 euros, par la suite, dit le Conseil constitutionnel. Là, il manque 20 millions. Mais vous qui êtes si attentif comme moi, à l'état de droit, le droit a été dit. Il a été dit sur le dépassement du compte de campagne. Après, je ne sais pas qui est M. Attal, je ne vais pas commenter ce qu'il dit. Vous avez fait tous les meetings de Nicolas Sarkozy. Je commence, non, 2012, non, pas vraiment. Non, vous avez participé... Enfin,
Au moins, je commence à me poser des questions parce que s'il a croisé tout le monde, je ne vais pas vous le dire parce qu'après il dira le contraire. Vous avez en tout cas, il y a un état, du droit. Nicolas Sarkozy, au fond, a payé pour cela. Il n'y a pas eu d'argent public. Peut-on, à un moment donné, reprocher à nouveau le même fait? Nicolas Sarkozy n'a jamais été mis en examen pour organiser un système de facturation, etc. Au fond, l'affaire Big Malion. C'est regrettable. Il y a eu un dépassement. Personne ne peut le souhaiter. Je ne suis pas sûr que le candidat à l'élection présidentielle, président de la République lui-même, ait suivi dans le détail les comptes de sa campagne. Il y avait des gens pour cela. Vous dénoncez une cabale judiciaire dans cette affaire. Alain Juppé, hier sur France 2, dit très clairement « la justice est indépendante ». Il a tort? Non, la justice est, je crois, indépendante. Donc c'est pas un complot. Oui, je fais confiance à la. Donc c'est pas un complot. Heureusement, je fais confiance à la justice dans son ensemble. Le parquet dit il faut que Nicolas Sarkozy soit traduit devant un tribunal correctionnel. Je fais confiance à la justice dans son ensemble. Après, tel ou tel magistrat, il peut se tromper. C'est des hommes, c'est pas des robots. Tel ou tel magistrat peut être compétent, pas compétent, pas avoir lui-même ses propres intérêts. Je n'en sais rien. En tout cas, les magistrats sont des hommes et des femmes, comme les autres. J'aime beaucoup les magistrats. Ils sont extrêmement respectable. Heureusement que nous avons une justice de cette nature, mais enfin quand même, affaire par affaire, magistrat par magistrat, de temps en temps, on a quand même le droit de se poser des questions. On a le droit aussi. On est dans une liberté. Quelles questions vous posez là sur ce Je trouve que ça fait beaucoup de choses. J'ai trouvé aussi que le fait d'avoir les conclusions de l'acquisition du procureur comme ça, le jour même du procès, du parquet, oui, enfin du procureur, le jour même du procès Cahuzac, les principaux concernés n'étant pas au courant, ces fuites sont quand même très étonnantes. Alors, la justice en général vous dit « Ouh là là, c'est bizarre, monsieur, vous avez rencontré un telle date, et le lendemain telle date ». Ces conjonctions de faits et de dates sont extrêmement suspectes. Et quand la justice elle-même subit ce genre de truc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des dates bizarres qui se rapprochent. Donc c'est un complot. D'ailleurs, il ne faut pas se poser de questions. On a le droit de se poser ces questions, j'en tire aucune conclusion. Je dis que Nicolas Sarkozy, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très, très, très suivi, voire même très poursuivi par un certain nombre par la justice. Et que dans cette affaire, je ne vois pas ce qu'il a à se reprocher, sinon le fait d'avoir dépassé son compte de campagne. Alors justement, le Conseil dit de 400 000 euros, mais l'enquête montrerait qu'il a dépassé de 22 millions d'euros. Non, on ne va pas refaire l'affaire Big Malion. Mais c'est ce que montre l'enquête judiciaire. Oui. Quelqu'un qui confond 22 millions d'euros et 44 millions d'euros, a-t-il la rigueur nécessaire pour être président de la République? Oui, s'il n'a pas suivi et s'il a confié à d'autres le fait de suivre, bien sûr, le fait de suivre son compte de campagne. Le président de la République, quand il est président et qu'il est en même temps candidat, il ne suit pas son compte de campagne. Donc si les gens le rassurent, il le rassure, c'est probablement un tort, mais c'est comme ça. Alain Juppé a une opinion un peu différente puisqu'il publie un livre disponible sur Internet gratuitement de vous à moi, donc chacun peut vérifier que la phrase que nous allons vous montrer, que je vais vous lire, existe quand on est un chef, écrit Alain Juppé. On doit bien sûr être sur la passerelle, mais il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe en salle des machines. Oui, enfin, Nicolas Sarkozy s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en salle des machines lorsqu'il s'agit du fonctionnement de l'État. Pas la machine à cash. Mais c'est pas une machine à cash. Vous avez une campagne électorale, vous avez des dépenses. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme cela. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur même de l'UMP. L'enquête l'a dit ou pas dit. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Le procureur souhaite qu'il y ait un renvoi. J'ai quand même noté que les juges d'instruction eux-mêmes n'étaient pas d'accord sur le statut de Nicolas Sarkozy. Si j'en crois la presse, entre un juge et l'autre juge, ils n'étaient pas d'accord. Ils ne donnaient pas la même lecture des choses. Et toutes les charges qui pesaient sur Nicolas Sarkozy au départ, qui étaient celles de dire en fait vous avez organisé un système, etc., ce sera une autre histoire. Dans ce cas-là, toutes ces charges sont tombées. Il reste le dépassement de compte de campagne. Ce dépassement de compte de campagne, il a déjà été jugé par le Conseil constitutionnel. Allez, on avance. Nathalie Kosciusko-Morizet, finalement, sera la seule femme de cette primaire. Écoutez ce qu'elle disait il y a quelques jours. Moi, je porte la modernité. Mes concurrents se battent sur le monde du travail, se battent autour de sujets que moi je trouve un peu dépassés, presque plus actuels. La modernité, porte la modernité. La modernité, c'est pas de faire des discours sur la modernité. La modernité, c'est de prendre les mesures nécessaires pour que la France arrête de décrocher et soit bien dans son temps. Voilà. Et le code du travail, c'est un élément absolument indispensable. Elle dit quelque chose de cruel quand même. Elle dit Alain Juppé a été Premier ministre il y a 20 ans.
Et Nicolas Sarkozy, il a été président. Et la modernité, c'est peut-être de choisir d'autres gens. La modernité, c'est moi. Voilà, c'est en général ce que veut dire les personnes la modernité, c'est des gens qui renouvellent un peu le paysage politique. Oui, mais il faut toutes les générations. Vous avez remarqué qu'en France, il y a toutes les générations et qu'on a le droit de vivre sur la même planète. Enfin, en politique, il y a pas en politique. Qu'à 60 ans, on a le droit d'être sur la planète et qu'à 30 ans, on a le droit aussi d'avoir beaucoup d'ambition. Et ça fait un mixte plutôt bien. L'âge moyen de nos femmes et hommes politiques, pardonnez-moi, on est très très loin de toutes les générations. Vraiment. Écoutez, il y a plein de jeunes dans le monde politique, heureusement, et il y a des renouvellements. Ce renouvellement, il se fait au fur et à mesure. Depuis que la politique existe et depuis probablement le temps des cavernes, on pense au renouvellement. Et il faut un renouvellement. Mais enfin, il faut aussi l'expérience. Et puis à 60 ans, je ne suis pas sûr qu'on soit encore totalement en dehors du monde. Donc la modernité, Gilles, elle doit être inscrite au cœur de la campagne. Mais la modernité, c'est aussi la réforme du Code du travail. C'est aussi la baisse de la fiscalité. C'est beaucoup plus difficile de le faire, d'y penser, d'avoir un programme cohérent que de parler sans arrêt de modernité, sans jamais la mettre en application. Alors, il y a une question d'âge, il y a aussi une question de compétence. Écoutez ce que disait Jean-François Copé. Ce que je pense rétrospectivement, c'est que ce bilan, comparé à celui de François Hollande, est évidemment meilleur, mais qu'il n'était pas à la hauteur des attentes. Alors, c'était chez nous vendredi, pas à la hauteur des attentes. Il parle du bilan de Nicolas Sarkozy, bien sûr. Oui, mais c'est un débat. Nicolas Sarkozy a écrit d'ailleurs un livre tout entier pour dire les choses. Moi, je rappelle que le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et tout le monde y a participé, le quinquennat de Nicolas Sarkozy, finalement, c'était pas si mal. Copé dit, moi, j'étais pas. Oui, mais il aurait bien aimé. Ah bah, il n'y était pas, en tout cas. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est quand même d'abord et avant tout la lutte contre la crise. C'est ça, c'est 2 ans et demi à 3 ans sur 5 ans, donc c'est beaucoup. Et puis c'est beaucoup de réformes que je ne vais pas ici à nouveau égrener, de la retraite aux universités. Donc c'est un quinquennat qui a été extrêmement utile. Après, il y a eu des débats et des polémiques. Sarkozy. La vengeance, Jean-François Copé. Non, Nicolas Sarkozy, c'est la vengeance, il a envie de laver l'affront de la défaite. Non, pas du tout. Il n'est pas construit comme ça. Et très sincèrement, non, pas du tout. On est à 1000 années-lumière de cela. Mais je pense que chacun doit rester raisonnable. Jean-François, il parle de la bande des 4. C'est pas une très très bonne formule. Je pense qu'on doit rester sur le fond. Jean-François, il a des propositions très intéressantes. Nathalie a des propositions très intéressantes. Il faut qu'on en débatte. Tout le monde a des propositions très intéressantes. Oui, très intéressantes pour animer le débat. La bande des 4, c'est nous aussi. On va se retrouver dans un instant, juste après les titres à 8h50 avec Victor Maté. Aux États-Unis, Hillary Clinton annule ses déplacements de campagne aujourd'hui et demain en Californie. Le médecin de la candidate démocrate à la Maison-Blanche a annoncé hier soir qu'elle souffrait d'une pneumonie. Hillary Clinton, dont la santé est une cible récurrente du clan Trump, avait dû quitter les commémorations du 11 septembre hier après un léger malaise. En France, l'exécutif veut montrer qu'il est bien présent dans le dossier Alstom. Une réunion interministérielle a lieu en ce moment même à l'Elysée. Alstom qui a annoncé la semaine dernière le transfert des activités de son site de Belfort avec 400 emplois concernés. L'État est aujourd'hui actionnaire d'Alstom à hauteur de 20%. Des restrictions d'eau dans 43 départements du Sud et de l'Ouest aujourd'hui à cause de la sécheresse. Information France Bleu. Le message est clair, buvez de l'eau, mais attendez un peu pour l'arrosage du jardin. Le premier voyage en France du Dalai Lama depuis maintenant 5 ans. Le maître spirituel du bouddhisme tibétain est en visite pour une semaine. Première étape Paris, sans passage à l'Elysée et Matignon. Le Dalai Lama ira ensuite à Strasbourg rencontrer des milliers de fidèles. Il incarne une leçon d'espérance, explique sur France Info le fondateur de l'école occidentale de méditation. Lui n'est pas réputé pour sa sagesse. Hier soir, il a pourtant pris des allures de demi-dieu. Pour les supporters niçois, Mario Balotelli, auteur de 2 buts pour son tout premier match de foot en France. L'Italien permet à Nice de battre Marseille 3-2 et de rejoindre Monaco en tête du classement. En tennis, l'émotion de Stan Wawrinka au moment de soulever le trophée de l'US Open. Le Suisse a mis 4-7 et près de 4 heures pour battre le numéro 1 mondial Novak Djokovic. France Info. Et le retour dans l'émission politique de France Info avec Éric Woerth. Monsieur Woerth, vous avez vu, j'imagine comme nous tous, les images d'Hillary Clinton devant sa voiture qui s'effondre 2 fois. Vous avez entendu qu'on nous a raconté que c'était un coup de chaud, puis finalement c'est autre chose. Est-ce que c'est pas pris les pieds dans le tapis du mensonge et est-ce que ça vous inquiète pour l'élection à venir ? Oui, je suis un peu inquiet par cette campagne présidentielle. On voit que les 2 candidats sont maintenant quasiment bord à bord. Voilà, moi je ne souhaite pas l'élection de M. Trump, qui c'est probablement un grand danger pour les États-Unis, mais aussi un grand danger pour le monde, compte tenu du poids des États-Unis. Et puis Hillary Clinton qui semble tout plutôt qu'Hillary Clinton disait malade. Tout plutôt qu'Hillary Clinton, dit Marine Le Pen.
parce que Hillary Clinton, c'est la guerre. Non mais enfin, Marine Le Pen, elle n'est pas près, enfin, elle n'est pas une bêtise près, donc probablement elle ressemble un peu à Trump. Mais je ne sais pas. Hillary Clinton, elle a fait un certain nombre d'erreurs. C'était l'opinion américaine de le juger, mais c'est vrai que c'était assez presque émouvant de voir cette femme s'effondrer devant sa voiture. Alors il faut dire que le rythme de la campagne doit être absolument considérable et qu'on a le droit de temps en temps d'avoir quelques faiblesses et d'être un peu fatigué. On a le droit aussi, malheureusement, d'attraper une pneumonie. Ça dit des choses quand même aussi sur le rapport à la santé des hommes politiques, un peu quand même, non? Il faut qu'elle soit. La question reviendra dans notre campagne aussi. On vit dans un monde extrêmement stressant, mais c'est vrai dans plein d'autres domaines. On fait beaucoup d'heures, on essaie de se déployer beaucoup, contrairement à ce que croient parfois même nos compatriotes. C'est évidemment fatigué. Et, voilà, parfois le physique ne suit pas. Mais après une campagne comme celle-là, on peut comprendre que Hillary Clinton ait de temps en temps une défaillance. Mais je crois qu'elle repart dans 2 jours ou dans 3 jours sur sa campagne. Une réunion je lui souhaite de la gagner. Une réunion se déroule actuellement à l'Élysée autour de François Hollande pour voir s'il est possible de sauver le site industriel d'Alstom à Belfort. Vous soutenez les efforts du gouvernement pour essayer de sauver ce site? Oui, bien sûr, je soutiens toujours les efforts du gouvernement pour sauver une entreprise et un site industriel. Je pense quand même que le gouvernement qui est actionnaire, alors au travers d'un montage financier, mais est actionnaire à 20% d'Alstom, n'a probablement pas joué son rôle jusque-là. Je pense que le nouveau président d'Alstom a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises et qu'il n'a pas été entendu. Je pense que Emmanuel Macron, lorsqu'il est parti du ministère de l'économie, il connaissait la situation d'Alstom et il connaissait aussi les conséquences de non-commande publique. Par exemple, les 40 ou 44 locomotives dont on parle beaucoup, il connaissait les conséquences de cela sur les activités industrielles d'Alstom. Je pense que le gouvernement, il s'est réveillé bien tard dans le dossier Alstom. Gilles Ban. Oui, le journal Le Point a publié un infidélomètre. Vous y figurez. Vous avez soutenu François Fillon. Vous avez été au cabinet d'Alain Juppé. Vous changez d'avis tout le temps? Et oui, vous avez une phrase sur François Fillon. Vous avez dit il y a 2 ans, un type formidable. Quel grand président ça ferait. Oui, on se dit, j'ai été étonné de ce truc parce que cet infidélomètre me correspond assez peu, mais pourrait correspondre à beaucoup d'autres de façon bien plus lourde. Bon, c'est des trucs de journalistes et pas les meilleurs journalistes. Oui, alors c'est des trucs de journalistes qui disent quelque chose aussi en même temps. Voilà. Oui, mais quand vous êtes publié, vous pouvez continuer la liste pendant longtemps. Et puis vous avez aussi plein d'autres types d'infidélité. Moi, je crois au contraire, j'ai une assez grande fidélité et loyauté. Et d'ailleurs, j'ai soutenu François Fillon lors de sa bagarre contre Copé. Je l'ai fait. Et puis Nicolas Sarkozy n'était pas dans la course politique. Il est revenu en politique. Et donc, je soutiens Nicolas Sarkozy. Vous savez, c'est la même famille politique. Oui, à l'origine, vous étiez à son cabinet. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Est-ce qu'il manque de qualité de cœur? On a perdu le contact, voilà, au fur et à mesure des années. Mais pourquoi? Et puis, je sais pas, parce que c'est la vie, et puis c'est tout. Et puis voilà, mais je garde beaucoup de respect et d'amitié. J'ai pas d'adversaire dans mon camp. Vraiment, je le dis, et parce que c'est vrai, j'ai pas d'adversaire dans mon camp. Moi, je veux que la primaire, elle soit réussie. Je veux que l'un des nôtres gagne l'élection présidentielle, la vraie, pas celle de la primaire. Je veux qu'on redresse et qu'on réforme la France. Et donc, je travaillerai avec celui ou celle qui sera élu. Mais je soutiens clairement Nicolas Sarkozy pour cette primaire, parce que je considère que c'est le meilleur. Parmi les parrains de Nicolas Sarkozy figure le député des Hauts-de-Seine, Patrick Balkany, malgré plusieurs mises en examen. Je ne vais pas tout égrener, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, etc. Corruption passive et déclaration mensongère. Il est député. C'est pas gênant? Il est député, oui, ça, il a le droit de signer pour qui il le souhaite. Il a le droit. Le droit, oui. C'est sur le plan des principes, de la morale publique. C'est gênant ou pas? Il connaît Nicolas Sarkozy depuis quasiment leur adolescence. Ça nous échappe pas. Une fidélité. Mais je partage pas. Bien sûr, évidemment, je vais me faire dire cela. Mais enfin, il n'a pas encore été jugé, il n'a pas été condamné. Il n'y a pas tout cela. Attention à la présomption d'innocence. Je vois bien qu'on peut jouer. Attention à la présomption d'innocence. Je le dis en toute connaissance de cause. Donc faites attention à cela. Il y a des juges qui diront, il y a un tribunal qui dira s'il est devant le tribunal. En attendant, il est député, il a donc le droit de parrainer qui souhaite. Il ne s'agit pas de condamner Patrick Balkany avant que la justice ne le fasse, il s'agit juste d'interroger des responsables politiques. Est-ce qu'il n'y a pas des signaux à envoyer à l'opinion publique? Une personne est concernée par des affaires et le temps qu'elle est concernée, elle se met un peu en retrait de la vie publique. En tout cas, Balkany, il est toujours député. Et d'ailleurs, si Nicolas Sarkozy avait été à un parrainage près, vous pourriez vous dire, mon Dieu, ce
ce parrainage n'est pas formidable sur le plan éthique. Il n'est pas un parrainage près, puisqu'il doit y avoir 102, 103 ou 105 parlementaires qui le soutiennent. Mais il faut de l'éthique, il faut aussi, voilà, mais aussi des histoires personnelles, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, il y a des amitiés. Merci, monsieur Woerth. Voilà, tout ça dépasse parfois les contingences quelquefois malheureuses. Merci Éric Woerth d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci Jean-Michel, merci à tous, à demain.